Bonsoir à tous. Après l'interview avec le fondateur de École au Sénégal, Chérif Ndiaye, ITEC a le plaisir de retourner dans les amphis avec ce soir Moussa Lo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de nous recevoir chez vous, Moussa Lo. Professeur Moussa Lo, vous êtes le coordinateur de l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal, lancée en 2013 avec 7 valeurs au moins: ouverture, innovation, partage, équité, proximité, agilité et engagement. 6 ans après, où en est aujourd'hui l'innovation chez vous? Merci donc pour l'invitation et merci pour l'opportunité que vous me donnez de parler de l'UVS. Comme vous le savez, l'UVS en elle-même est une innovation. C'est une innovation dans le secteur de l'enseignement supérieur. Innovation à partir du moment où c'est une université qui s'appuie pratiquement entièrement sur le digital, sur le numérique pour délivrer ses enseignements. Sur la virtualité? Sur la virtualité. Même s'il y a du concret, bien sûr, on va le voir. Oui, sur la virtualité, mais quand on dit virtuel, c'est vrai qu'on a tendance à penser que ce n'est pas réel, ce n'est pas concret. Alors que, comme vous le voyez, c'est du concret. Et les étudiants, ils sont réels, hein. Les enseignants aussi, ils sont réels, les personnels. Ce ne sont pas des étudiants virtuels, en fait. Du tout. D'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes d'innovation, en tout cas, l'UVS a beaucoup innové sur le plan pédagogique. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui a permis à l'université de se développer de façon aussi rapide. Innover en termes de pédagogie, mais aussi en termes d'administration, en termes de fonctionnement, à tous les niveaux. Nous avons été obligés d'innover pour pouvoir répondre aux besoins et relever les défis qui se posent. Mais quel genre d'innovation? Je prends l'exemple sur le plan pédagogique, par exemple. Aujourd'hui, l'innovation majeure, c'est que nous faisons de sorte que l'étudiant qui entre à l'UVS, qui est habitué au modèle d'enseignement présentiel, mais aussi à un modèle d'enseignement transmissif, on l'amène avant la fin de son cycle de licence à être habitué à un modèle d'enseignement totalement à distance ou en ligne, et aussi à un modèle où on favorise plutôt l'auto-formation. Donc l'étudiant, il est amené progressivement à s'adapter à ce nouveau modèle-là, et ça, il a fallu s'adapter pour pouvoir le réussir. Parce qu'au début, on a voulu aussi quelque part entrer directement dans du totalement distanciel. Oui. On s'est rendu compte que c'était difficile pour les... Il fallait de l'hybride? Oui, donc là on est plus dans un modèle hybride, mais un hybride vraiment très flexible, qui s'adapte en fonction du profil de l'apprenant, mais aussi en fonction du contexte socio-culturel, mais aussi du contexte technologique dans lequel nous évoluons. Justement, il y a de la sociologie, une bonne dose d'ailleurs de sociologie, professeur Moussa Lo, là-dedans, parce qu'avant, ce qu'on connaissait, c'est l'étudiant qui a ses bagages, qui prend une voiture, qui va à l'université. L'exemple, par exemple, comme elle n'est pas loin, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais sauf que cette fois-ci, c'est un étudiant virtuel. C'est vrai qu'il y a une forte dose de présentiel, mais il y a également l'enseignement à distance. Est-ce que ce n'est pas un peu drôle pour une fois qu'un parent qui ne soit pas habitué à ça et un élève qui lui dit papa, maman, je suis un étudiant virtuel, je reste chez moi et à partir de chez moi, je dois acquérir des connaissances. Est-ce qu'il ne reste pas un goût d'inachevé? Oui, effectivement. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure du contexte sociologique, socioculturel. Parce que dans notre contexte, habituellement, l'élève, par exemple, qui a le bac, jusqu'au moment où il a le bac, il a l'habitude de se lever le matin et aller suivre un cours à l'université ou à l'école, en tout cas, suivre ses cours. Là, il arrive à l'UVS, on lui donne un ordinateur, une clé de connexion, on lui dit reste chez toi et apprends. Le jour de l'évaluation, on lui demande de venir faire ses évaluations. Et aussi bien pour l'étudiant que pour ses parents, il y a effectivement une rupture. Et cela pose un problème à l'étudiant parce que lui, il a l'habitude donc de se lever le matin, donc il n'a pas cette habitude-là de rester chez lui et d'apprendre, donc facilement il décroche. En même temps, le parent aussi, qui a l'habitude de voir son enfant se lever le matin, aller apprendre, et du jour au lendemain, le voir tout le temps à la maison,
mais ils se posent la question, mais est-ce que mon enfant a le bac même? On a même eu des anecdotes comme ça, où les parents... Vous avez des remontées de perception de parentales qui disent, mais moi je me pose la question, est-ce que mon enfant a le bac? Parce que parce qu'il ne sort pas de chez lui. Parce qu'il ne sort pas de chez lui, il est tout le temps enfermé, en train d'apprendre, etc. Et on a eu d'autres anecdotes où c'est par exemple une fille qui dit, moi je suis à l'UVS, mais j'ai un problème parce que quand je reste chez moi pour apprendre, ma mère me dit non, tu ne peux pas rester là, tu n'apprends pas, il faut aller faire les tâches ménagères par exemple. Donc effectivement, il y a cette conduite du changement là qu'il faut. Et c'est ce qui nous a amené. Et donc, vous la conduisez, ou vous les conduisez, ou vous le conduisez ce changement-là? Oui, nous essayons tant bien que mal, parce que c'est ce qui nous a amené à changer notre modèle pédagogique. C'est-à-dire, au lieu que le bachelier qui vient d'arriver à l'UVS, de lui donner un ordinateur, il lui reste chez toi, on le prend pendant tout le premier semestre. Déjà, les premiers cours qu'il fait, qui sont des cours d'initiation à l'informatique, parce que là aussi c'est notre problème, il y a des étudiants qui ont le bac, qui n'ont peut-être pas trop l'habitude de manipuler l'ordinateur. Ce qui remonte presque aujourd'hui à l'ancienne école, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait, parce que quand même aujourd'hui c'est une nécessité. Oui. On ne peut pas arriver à un certain niveau et ne pas avoir l'habitude de manipuler l'ordinateur. Donc l'étudiant qui arrive, on le prend pendant un semestre où donc, il fait des cours en présentiel. C'est vraiment du présentiel 100%. Le temps de le roder? Le temps de le roder, à l'initiation à l'informatique, à s'habituer à la plateforme de formation, mais aussi à suivre des cours de leadership, de développement personnel pour développer son autonomie personnelle, oui. À suivre des cours de technique d'expression et de communication, ce qu'on appelle globalement les soft skills. Oui. Et maintenant, c'est après cette période-là qu'on lui donne un ordinateur. Ce qui prend normalement combien de temps? D'habitude, ça prend un mois, 2 mois maximum. Ça dépend des effectifs qu'on a. Et après, une fois qu'il a son ordinateur et sa connexion Internet mobile, donc là, on lui demande aussi de revenir à l'ENO pour suivre les cours magistraux avec ses camarades. L'ENO, on le précise, c'est l'espace numérique ouvert, comme celui de Mermoz qui nous accueille ce soir. Tout à fait. Donc ces espaces numériques ouverts nous permettent donc, de rassembler les étudiants et de leur permettre aussi de se connaître. Parce qu'il y a aussi l'esprit d'appartenance de communauté qu'il faut développer chez les étudiants. Et cela se fait donc, pendant cette phase-là, où ils viennent et ils ont généralement c'est 9 heures par semaine où ils sont obligés de venir à l'ENO. Maintenant, le reste du temps, ils peuvent rester chez eux, mais on se rend compte de plus en plus qu'ils fréquentent l'ENO, même quand ils ne sont pas obligés. En fait, il y a une sorte aussi d'habitude qui se développe et cela permet aussi à l'étudiant en fait, non seulement de se socialiser, mais aussi d'être dans un environnement où il peut travailler en groupe, parce que c'est aussi très important. Maintenant, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en faisant ce switch-là, en tout cas d'un modèle totalement distanciel au départ, un modèle hybride, qui démarre par du présentiel 100%, on passe à des taux d'abandon quand même qui se réduisent considérablement. Au départ, ils étaient combien? Au départ, on avait des taux d'abandon qui pouvaient aller jusqu'à plus de 40% pour la première année. À partir de quelle année? La première année. C'est parce qu'en fait, le taux d'abandon, c'est en première année que c'est aigu. Parce que même quand c'était aigu en première année, en deuxième année, il était presque insignifiant. 40% au départ, on en est à quel pourcentage aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à 20% de taux d'abandon. Et les facteurs, c'est quoi? La nouveauté? La nouveauté, c'est principalement ça, c'est cet accompagnement-là. Est-ce que de la sensibilisation ne s'imposerait pas en amont avant que ces étudiants-là ne viennent justement s'inscrire chez vous? Tout à fait. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on utilise nos étudiants pour sensibiliser leurs petits frères qui sont dans les lycées. Il y a beaucoup de sensibilisation que les étudiants eux-mêmes font. Mais vous-même pouvez faire une descente au lycée? Bien sûr, on le fait parce que nous sommes en relation avec les inspections d'académie et les lycées, parce que la plupart de nos évaluations qui se font sur table se font dans les lycées. Donc, ça aussi, nous le faisons. Mais nous disons aussi que quelque part, c'est beaucoup plus efficace quand les étudiants de l'UVS eux-mêmes font cette sensibilisation-là auprès de leurs jeunes frères que quand c'est l'institution qui le fait.
Et l'institution accompagne les étudiants qui le font. Récemment, nous avons subventionné un groupe d'étudiants, l'association des étudiants ressortissants du Fouta, qui avait décidé tout simplement d'aller faire le tour de tous les villages qui se trouvent au niveau de l'île à Morphine pour sensibiliser les élèves sur le modèle UVS, parce qu'ils avaient remarqué qu'ils avaient beaucoup de jeunes frères ou bien de camarades qui avaient été orientés à l'UVS et qui avaient abandonné par manque tout simplement de connaissance du modèle. Et quelles sont les questions que les élèves vous posent, puisque vous allez souvent à leur rencontre dans les lycées? Bon, ils disent quoi? Ils veulent savoir quoi? En fait, souvent, ce qui pose problème, c'est, par exemple, est-ce que l'enseignement à distance est crédible? Est-ce que ça me permet d'avoir des compétences? La réponse? La réponse, évidemment, c'est oui. Parce que, détaillez un peu pour qu'on comprenne. Alors, l'habitude que nous avons, c'est de venir et d'écouter un enseignant qui vient, qui a son cours et qui le donne. Qu'est-ce qui change ici? C'est que au lieu que ce cours-là, il est donné physiquement, c'est-à-dire que l'enseignant il est là devant vous en train de vous donner le cours, maintenant il le fait via une plateforme de formation, donc il utilise tout simplement l'outil informatique, donc le numérique, pour pouvoir transmettre la connaissance. C'est ça la principale différence. Mais aujourd'hui, on peut faire le parallèle avec d'autres domaines. Il y a quelques années, quand il fallait payer sa facture d'électricité ou d'eau, il fallait faire la queue pendant peut-être une demi-journée pour payer. Mais aujourd'hui, à partir de chez vous, vous pouvez payer votre facture d'électricité en faisant des plateformes de paiement mobile avec avec les wallets, en tapant 3-4 chiffres. Donc, le monde évolue. Le numérique aujourd'hui s'impose à tout le monde. Et dans l'éducation, même dans les ordres d'enseignement inférieurs, que ce soit le primaire ou le préscolaire, maintenant, de toute façon, le numérique a commencé à être intégré dans les dispositifs. Mais nous, ce que nous avons fait de plus, c'est que nous avons quand même fait un saut assez important. Parce que c'est vrai que l'enseignement à distance a toujours existé, mais il a toujours été fait à un niveau, je dirais, supérieur, c'est-à-dire master, où les gens sont beaucoup plus ou moins matures, ils sont peut-être même déjà insérés, c'est-à-dire que c'est des professionnels et qui cherchent des compléments, etc. Mais là, on le fait dans un cadre de formation initiale, où l'apprenant, il n'est pas encore mature, il n'a pas forcément assez d'autonomie. Et c'est justement, c'est ça aussi qui fait peut-être un peu le charme du modèle, c'est-à-dire que comment faire pour innover et adapter ce modèle classique-là à un modèle où l'apprenant est différent de ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Restons sur le modèle justement. Jusqu'ici, on a parlé presque en riant des inconvénients, mais quels seraient aujourd'hui les avantages de l'université virtuelle du Sénégal? Autrement dit, quels seraient les avantages pour quelqu'un qui reste chez soi et qui apprend à distance? Je dirais que déjà, le principal avantage, c'est que ça permet de développer d'autres activités. Exemple, les activités professionnelles. Se mettre à la cuisine ou plus que ça? Activités professionnelles, tout simplement. Activités professionnelles. Moi, j'ai remarqué 3 cas de figure qui me semblaient extrêmement pertinents. Un premier cas de figure où c'est quelqu'un qui a déjà une activité professionnelle dans son terroir, parce que quand même de plus en plus, il y a beaucoup de jeunes qui développent des activités professionnelles même avant le bac, notamment dans le domaine de l'agriculture. Et quand ils ont le bac, ils doivent changer, ils doivent choisir entre continuer cette activité-là ou bien tout simplement aller faire des études supérieures ailleurs. Mais celui-là, quand il est à l'UVS, il peut continuer. Et on a beaucoup de cas comme ça. Il fait les deux à la fois. Il fait les deux en même temps. L'autre cas de figure, c'est la fille qui a un ménage et qui, après le bac, aussi doit choisir entre certainement le ménage ou bien aller suivre des études supérieures. Là aussi, ce sont des cas que nous rencontrons très souvent. Oui. Et moi, j'avais remarqué une fois, c'était la première fois que je pense que j'étais parti à l'ENU de Podor, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de bébés dans l'assistance. Ça fait en tout cas des filles avec des bébés.
Et en discutant avec les uns et les autres, j'ai remarqué que la plupart, en fait, c'était des étudiantes qui étaient mariées. Des mamans. Étaient mamans, et qu'effectivement, ce modèle-là leur permettait de continuer les études supérieures. Et ce qui est sûr, c'est que sans cette modalité-là, elles auraient certainement dû, peut-être, en tout cas, faire un choix. L'autre cas de figure, c'est les étudiants qui sont en situation de handicap. On en a beaucoup, de plus en plus. D'ailleurs, j'ai remarqué que récemment, ils ont même créé une association des étudiants en situation de handicap à l'UVS. Et ça tombe bien parce que souvent, dans les universités, les infrastructures ne sont pas adaptées à ce type de personnes. Oui, tout à fait. C'est vrai que maintenant, les nouveaux bâtiments de plus en plus sont adaptés, mais il y a quand même parfois des situations assez difficiles. Je donne l'exemple d'un étudiant que nous avons actuellement à l'UVS qui habite Niodior et qui est aujourd'hui en deuxième année, mais qui n'est jamais sorti de sa chambre parce qu'effectivement, il a un handicap assez lourd et il ne peut pas sortir. Donc, tout ce que nous avons fait tout ce qu'il a fait en termes de formation, il a fait chez lui. Même les évaluations, on envoie quelqu'un, un surveillant du collège d'à côté, pour aller le surveiller. Il y a un tuteur qui est à Thiès qui le suit à distance et qui de temps en temps va le voir, etc. Donc, il y a quand même tout un ensemble de cas, de figures où on se rend compte que ces étudiants-là, peut-être s'ils n'avaient pas cette modalité-là, n'auraient certainement jamais peut-être eu accès à l'enseignement supérieur. Et vous arrivez à satisfaire toute la demande? Il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas satisfaire toute la demande parce que déjà, nous avons des effectifs qui sont quand même déjà très importants par rapport à notre capacité d'accueil parce que nous sommes aujourd'hui à 29 340 étudiants inscrits, dont à peu près 600 en formation continue. Une demande de combien généralement par année? Alors, je vous donne juste deux chiffres. Oui. La première promotion de l'UVS, c'était 5% des bacheliers que l'UVS qui étaient orientés à l'UVS. La dernière promotion de bacheliers, c'est-à-dire 2018, je ne parle pas de 2019, l'UVS a absorbé 25% des bacheliers. Donc vous voyez déjà en 5 ans, l'écart en 5 ans. Donc ce qui montre quand même qu'il y a une énorme demande. Et ça risque d'ailleurs de monter encore une fois cette année, d'autant plus que vous suivez bien sûr l'actualité universitaire. On sait que certaines écoles privées du supérieur au Sénégal refusent, en tout cas pour le moment, de prendre de nouveaux étudiants parce que simplement l'État ne passe pas à la caisse. Comment est-ce que vous préparez un peu à cette situation-là? Bon, j'avoue que nous, à notre niveau, quand on nous a demandé, parce que bon, l'État nous a déjà demandé combien on pouvait prendre, on a déjà donné notre chiffre, notre instance de décision a déjà établi un chiffre sur la base de ce que nous pensons être notre capacité aujourd'hui d'accueil. Maintenant, il est évident que l'État a plusieurs solutions. Parce que quand même, bon, je pense que... L'État pour tordre la main, non? L'État, c'est le patron. Vous êtes l'université virtuelle du Sénégal, oui. Université publique, publique, oui, on est une université publique, mais aussi dans la façon dont les orientations se font, chaque université, en fait, est appelée à donner sa capacité d'accueil. Et c'est sur cette base-là aussi que l'État oriente. Elle est autonome. Elle est autonome. On ne lui tord pas le bras, non, la main, non. Non. Normalement, ça n'arrive pas. Exceptionnellement, ça voilà, n'arrive pas. Normalement, ça n'arrive pas. Je donne l'exemple de l'année dernière, par exemple. On avait donné un chiffre. Oui. Et l'État nous a demandé de faire plus. Un peu plus. Et puis, évidemment, ça relève de l'exception dont je parlais tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Et nous avons effectivement accepté de faire ce plus-là. Mais parce que nous sommes aussi dans le service public. Nous avons aussi une mission de démocratiser l'accès à l'enseignement supérieur. Donc il y a aussi des sacrifices que nous sommes peut-être amenés à faire. Mais cela reste il reste toutefois quand même que en prenant au fur et à mesure un certain nombre d'étudiants, un effectif aussi important, à un moment donné aussi, ça va déteindre sur la qualité. Oui. Et ça aussi, nous sommes quelque part aussi responsable de Et c'était pour éviter d'ailleurs cette situation qu'on a créée l'UVS, n'est-ce pas, pour un peu aider à la prise en charge d'autres effectifs, parce qu'on le sait, l'UCAD est débordé.
n'est-ce pas? Oui, de toute façon, aujourd'hui, je pense que le nombre d'étudiants, le nombre de bacheliers en tout cas qui arrivent dans l'enseignement supérieur par rapport à la capacité d'accueil des universités, de façon générale, que ce soit public ou privé, cette capacité d'accueil-là est faible peut-être par rapport aux bacheliers qui arrivent. Ça, c'est une réalité. Oui. Maintenant, moi, ce que je constate, c'est que nous avons quand même une complémentarité. Je pense que aussi bien les universités dites classiques, physiques, ou l'université virtuelle, les établissements d'enseignement supérieur privés, chacun a sa part, son rôle à jouer. Et nous avons l'État qui a cette mission régalienne, effectivement, de satisfaire la demande des bacheliers. Bon, voilà, je pense que dans tous les cas, de toute façon, ce que nous avons remarqué, c'est que depuis quand même, que l'État a décidé d'orienter tous les bacheliers, il a réussi à le faire. Donc je pense que l'État trouvera toujours les voies et moyens pour satisfaire cette demande-là d'accès à l'enseignement supérieur dans les meilleures conditions. Oui, et parlant des moyens, est-ce qu'aujourd'hui vous avez les moyens pour dérouler votre politique éducative, académique, parce que régulièrement des complaintes font jour chez les étudiants faisant état d'une insuffisance d'ordinateurs, de clés, du matériel comme ça à la base normalement pour de l'enseignement virtuel. Est-ce que vous arrivez à en avoir? Alors, je vais scinder la question en deux aspects. Donc, un, c'est d'abord sur le plan institutionnel, c'est-à-dire les moyens institutionnels et les moyens, ce que j'appelle les outils de travail des étudiants, parce que ça, c'est un aspect aussi extrêmement important. C'est la base. Voilà, c'est la base. Oui. Alors, pour les moyens institutionnels, nous dépendons beaucoup de la subvention de l'État, naturellement, et cette subvention... Qui est de combien, si ça peut savoir? Pour 2019, la subvention de l'État est de 4 milliards 200. Et le budget total de l'UVS? Le budget total, c'est 5 milliards. 5 milliards. Voilà, donc aujourd'hui, nous dépendons pratiquement presque entièrement de la subvention de l'État. Et nous avons donc naturellement des besoins qui dépassent ce montant-là. Et comme nous n'avons pas encore réussi à générer autant de revenus que nous l'aurions souhaité, cela évidemment impacte sur le fonctionnement que nous avons. Mais je pense que grâce à... Et l'impact se ressent comment? Alors l'impact se ressent comment sur la... Par ces complaintes d'étudiants par exemple, non? Pas forcément. Je pense que la complainte elle est plus parfois sur des incompréhensions. Mais j'y reviendrai là-dessus. Oui. Mais au-delà, c'est-à-dire aujourd'hui, ce qui nous fait le plus défaut, en plus donc des moyens financiers, c'est le retard dans la réception des infrastructures. Comme les ENO? Les ENO, par exemple, aujourd'hui, nous avons une vingtaine d'ENO qui sont en construction. Il n'y en a que 2 qui ont été réceptionnés. C'est celui de Mermoz et celui de Kolda. Oui. Il y en a d'autres qui sont presque en fin de chantier et qui seront certainement réceptionnés peut-être d'ici les mois à venir. Un ENO coûte combien déjà pour passer? Alors, un ENO aujourd'hui coûte, si je me réfère en tout cas aux derniers chiffres qui m'ont été donnés par le ministère, c'est entre 800 millions et 1 milliard, quoi. Tout compris, donc bâtiments et équipements. Pour un budget total de 5 milliards, c'est donc dire que vous ne comptez pas sur vous-même, évidemment, pour donc la construction de ces évidemment, et heureusement, ce n'est pas nous qui construisons. Heureusement, oui. En fait, heureusement quelque part, et malheureusement de notre côté, parce que heureusement... Sinon, vous seriez à l'arrêt depuis quelques années, n'est-ce pas? Ce n'est pas nous qui construisons, donc c'est l'État qui construit avec ses partenaires. Comme qui? Donc comme la Banque africaine de développement, qui a financé déjà 5 espaces numériques ouverts. Donc l'ARTP, Sud, donc avec l'ARTP, donc qui le Fonds de développement du service universel de télécommunications, oui. Donc qui finance 8 espaces numériques ouverts sur la période de 2014-2018, non 2018 pardon 2020. Oui. Et les autres, c'est sur le budget de l'État. Je sais que l'État est en train de chercher aussi d'autres partenaires pour financer le reste, la trentaine de nous qui restent. Le siège de l'UVS aussi est construit par la Banque africaine de développement. Donc, le fait que ces infrastructures aient accusé un retard aussi nous oblige aussi à investir sur notre budget pour pouvoir compenser un peu, parce que malheureusement... Et être remboursé après, on l'espère. On aurait bien aimé, mais je ne pense pas. Ça n'arrive jamais. Mais bon, mais en fait, c'est un système
Dans tous les cas, c'est l'État dans l'État, comme on dit. Mais est-ce que l'UVS ne peut pas trouver d'autres sources de revenus, dispenser des cours à d'autres types d'étudiants qui demanderaient qu'on paye, par exemple? Oui, tout à fait. C'est ce qui nous a amené depuis l'année dernière à démarrer la formation continue. Nous avons démarré en faisant quoi? En ouvrant toute notre offre de formation initiale aux professionnels, aux particuliers. Donc ça a démarré l'année dernière, on a eu des premiers inscrits dans la formation continue. Cette année aussi, ça a continué. Et aujourd'hui, nous sommes en train de développer aussi la certification. Oui. Pour vraiment développer beaucoup de certificats pertinents à l'endroit des professionnels, parce que c'est aussi une demande forte. Et ça me ramène à la question initiale, c'est est-ce que l'UVS absorbe, aujourd'hui l'UVS peut absorber la demande, oui. Mais la demande, au-delà de la commande de l'État, entre guillemets, il y a aussi beaucoup aujourd'hui de commandes des autres catégories. Oui. Et ça arrange l'UVS qui cherche argent, n'est-ce pas? Oui, ça arrange, mais en même temps, on n'a pas aussi, les moyens, malheureusement, de satisfaire toutes ces demandes. Mais ça va venir avec ce type de formation? Tout à fait. Je pense que petit à petit, ça va venir, parce que là, aujourd'hui, nous avons, par exemple, les collectivités territoriales qui ont vraiment beaucoup de besoins en termes de formation, et vous savez comment, avec la territorialisation, oui. Il y a vraiment beaucoup de besoins. Et il y a aussi d'autres catégories. Hier, nous avons reçu une association qui veut développer une formation à l'endroit des stylistes, des créateurs de mode, etc. Donc il y a beaucoup de catégories comme ça, en fait, aujourd'hui, qui tapent à nos portes et qui nous demandent de les accompagner dans la formation à distance, parce qu'aujourd'hui aussi, il y a quand même une certaine prise de conscience, je pense, que c'est le numérique éducatif qu'il faut mettre en avant, notamment pour former les professionnels. Et voilà, donc nous sommes dans ça et nous espérons... Ça promet. Ça promet. Moi, je suis optimiste par rapport, en tout cas, à cette génération de revenus-là, surtout si vraiment notre infrastructure est disponible. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on aimerait pouvoir faire, mais qu'on ne peut pas faire aussi parce que nous n'avons pas toute cette infrastructure qui est prête. Mais avec le temps, je pense que cela va se faire. Maintenant, pour en revenir aux outils de travail... des étudiants, oui, rapidement. Voilà, les outils de travail. Oui. Parce qu'effectivement, les outils de travail des étudiants, depuis le début de l'UVS, l'État a décidé de donner à chaque bachelier orienté à l'UVS un ordinateur et un forfait Internet. Moyennant combien? Alors, au début, je pense les 2 premières promotions, les étudiants avaient participé. Je ne me rappelle plus du montant exact, mais ils avaient participé quand même. Il y a une subvention de l'État? Oui, il y a une subvention de l'État, évidemment. Mais à partir de la 3e promotion, l'outil est gratuit. C'est-à-dire le bachelier, il reçoit un ordinateur et un forfait Internet, et c'est gratuit. Et après avoir enduré de longs mois, c'est peut-être ça qui explique une partie du taux de décrochage, non? Non, parce qu'en fait, je sais que depuis 2 ans, à part l'incident que nous avons eu au mois de juin, récemment, au mois de juin, pendant, je pense, il y a une dizaine de jours, il y a eu une coupure. Des grèves, clairement, une grève. Oui, c'est une grève, effectivement, qui était liée à cette connexion qui était coupée. Maintenant, ils sont connectés? Oui, naturellement, évidemment, parce que ça, pour nous, c'est vraiment très important. Mais depuis 2 ans, quand même, nous avons stabilisé la connectivité mobile des étudiants. Et en plus de la connectivité mobile des étudiants, nous avons aussi beaucoup investi sur la connectivité au niveau des espaces numériques. Et les opérateurs vous aident? Les opérateurs, j'avoue que nous sommes vraiment dans un partenariat quand même très franc et sincère avec les opérateurs. Nos équipes travaillent énormément sur la fiabilisation du parc et puis sur la continuité du service. À un moment donné, ce qui se passait, c'est que à la fin de chaque mois, il fallait vérifier la liste des abonnés, remettre le forfait. Maintenant, on est passé sur c'est-à-dire que le forfait est continu jusqu'au moment où l'UVS dit que cet étudiant-là n'est plus chez nous. De chez nous, oui. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une continuité du service. Et nous avons aussi, avec les opérateurs, justement, fait passer le forfait qui était de 3 gigas au départ à 5 gigas mensuels. Parce qu'on s'était rendu compte que les 3 gigas pouvaient ne pas suffire pour certains étudiants.
Mais avec 5 gigas, maintenant, ils arrivent à se débrouiller pour pouvoir, en tout cas, accéder aux plateformes. Très rapidement, on va terminer là-dessus. L'offre de formation, elle est bien sûr intéressante. Quelle est la place que vous faites à ce qu'on appelle les nouvelles tendances du digital? Je sais que vous vous ouvrez à l'intelligence artificielle et ça tombe bien avec, si je ne me trompe, il y a quelques semaines, la présence du Sénégalais Moustapha Cissé, qui a été le premier invité de cette émission. Moustapha Cissé qui dirige le premier centre d'intelligence artificielle que Google a implanté sur le continent en Afrique, au Ghana. L'intelligence artificielle et les nouveaux métiers du digital, quelle est la place que vous offrez un peu à ce type de formation? Ok, c'est vrai que Moustapha Cissé, que je connais bien et qui est vraiment très brillant, a été étudiant, ancien de Gaston Berger, donc du système éducatif sénégalais. Éducatif sénégalais, voilà. Oui. Donc ça fait toujours plaisir hein, de savoir que nous avons des produits qui s'en sortent si bien. Et qui nous reviennent. Qui nous reviennent, oui. Voilà, exactement. Alors, déjà, il est important de savoir que l'offre de formation de l'UVS a beaucoup évolué. Elle est partie d'une offre de formation classique, parce qu'il fallait démarrer avec une offre de formation dès 2014. Et cette offre de formation a évolué et principalement aujourd'hui autour des métiers du numérique. Nous avons 30% de nos étudiants dans les formations STEM et numérique. Du numérique, c'est donc communication digitale. Il y a la blockchain, art graphique et numérique, pas encore, mais ça va venir. Il y a le community management. Community management, oui. Donc la communication digitale, le multimédia, etc. Donc, et nous avons aujourd'hui la charge de coordonner les formations liées au supercalculateur qui a été acquis par l'État du Sénégal. Donc, et qui va arriver bientôt. Et qui va arriver bientôt, et les formations vont démarrer avec l'accompagnement de la société Atos, donc à partir de la rentrée prochaine. Et donc nous allons avoir des formations dans le big data, dans l'intelligence artificielle, le machine learning, la cybersécurité, la modélisation, le calcul scientifique. Avec l'ouverture bientôt d'ailleurs de l'école de cybersécurité à vocation régionale de Dakar. Tout à fait. Implantée dans les locaux de l'ENA. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal est dans un tournant décisif, en tout cas pour réussir le cap de la 4e révolution industrielle. Merci beaucoup, professeur Moussa Lo. Voilà, merci à vous. Professeur Moussa Lo, coordinateur de l'Université virtuelle du Sénégal, pourquoi d'ailleurs rapidement on ne parle pas à votre sujet de recteur mais de coordinateur? Cela a un sens? Vous savez, quand l'UVS a été créé, l'État a voulu avoir une université complètement différente sur le plan. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'UVS en elle-même est une innovation. Différente jusque sur les noms? Oui, il a voulu différer sur beaucoup de choses. Par exemple, à l'UVS, il n'y a pas de faculté. Il n'y a pas d'UFR. Ce sont des directions académiques, des directions administratives. Nous, on parle de pôle de formation. Et c'est vrai que parfois, ça nous crée des problèmes. Parce que ça peut parfois prêter à confusion, parce que nous voulons en même temps dire que nous réclamons université, et en même temps nous voulons garder une spécificité. Mais je pense qu'il faut trouver un compromis. Nous essayons de trouver ce compromis-là entre être une université reconnu. Mais vous êtes un recteur? Oui, non, ça, il n'y a pas de faculté de ce point de vue-là. J'ai un rang de recteur. Parce que dans le décret, il est écrit effectivement coordinateur à rang de recteur. Mais pour moi, ça, c'est pas vraiment c'est pas le plus important. Je pense que le plus important. Même si les mots sont importants également. Oui, les mots peuvent être importants. C'est comme virtuel. Oui. Dans notre conseil d'administration, il y a eu un débat, je pense, lors de la première réunion, sur l'opportunité de garder le nom virtuel ou bien d'aller vers l'université numérique. Aujourd'hui, l'université digitale, voilà, exactement. Il y a plusieurs. En tout cas, il y a plusieurs réflexions qui sont en cours dans ce sens-là. Mais pour moi, ça c'est pas vraiment le plus important. Aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans, c'est qu'est-ce que nous essayons de faire pour améliorer le système. Parce que nous sommes en perpétuelle remise en question de notre modèle, tout le temps. Nous ne restons pas un mois sans faire un atelier de bilan, perspective, recommandation.
tout le temps, nous sommes dans ce processus-là parce que nous sommes dans un domaine aussi innovant. Merci beaucoup professeur de nous avoir accueillis chez vous ici à Mermoz. Professeur titulaire en mathématiques, membre de plusieurs comités en informatique, pardon, membre de plusieurs comités de programme, de conférences nationales et internationales. Vous avez dirigé le comité d'organisation de la 12e édition du colloque africain pour la recherche en informatique et en mathématiques appliquées. Rapporteur, vous l'avez aussi été, rapporteur de plusieurs thèses de doctorat d'informatique au niveau de la sous-région et en France. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine.